Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce débat organisé par Réponsimo et qui va porter sur un sujet en rapport avec l'immobilier. Mais avant de planter le décor, j'ai le plaisir de recevoir Maître Younes Hanibar, qui est avocat à Casablanca et spécialiste notamment du droit immobilier, ainsi que M. Mounir Ghira, qui est directeur général de l'assurance Assoir à Rabat. Alors, vous l'avez peut-être un petit peu compris, on va parler d'assurance. Mais pas seulement, puisque nous allons parler également de loyer impayé. Et là, je voudrais revenir sur un sujet qui est éminemment d'actualité par rapport à ces 3 derniers mois que nous avons vécus, avec beaucoup de défauts de paiement pour des raisons qu'on peut aisément comprendre, liées à la situation économique difficile que nous traversons, et pour lesquels l'État, le gouvernement, à légiférer, notamment en supprimant la capacité pour les propriétaires à ester en justice et à demander l'expulsion des locataires. Alors, aujourd'hui, ma question qui s'adresse à Maître Hanibar, c'est aujourd'hui, quel est aujourd'hui le recours légal face à cette situation qui est, je crois, historique, puisque je ne pense pas qu'il y ait eu par le passé une situation d'exception comme celle-ci en matière de défaut de paiement ou de risque locatif. Très bien. D'abord, merci beaucoup, c'est Amine, et merci pour l'invitation et surtout le sujet, parce que c'est très important, effectivement. La situation actuelle est tellement exceptionnelle qu'aucun texte de loi ne l'a prévue. Aujourd'hui, on fait appel à des textes disparates pour essayer de trouver des solutions à une problématique juridique. Je parle du texte fondamental qui traite de la force majeure, donc c'est l'article 269 du DOC. Et à travers cet article, on essaie de dupliquer, de voir si les situations vécues par un certain nombre de personnes quant à leurs engagements juridiques peuvent être intégrées dans l'esprit de la force majeure. Donc, bien sûr, parmi les engagements juridiques concernés, il s'agit des relations de bail. Donc, comme vous savez, il y a trois textes ou bien 3 cadres juridiques. Il y a le bail à usage commercial et industriel artisanal, régi par la loi 49/16. Il y a le bail à usage d'habitation et usage professionnel qui est régi par la loi 67/12. Et puis, il y a le DOC, le texte général. Alors, parce que les 2 premiers textes spéciaux, ils sont conditionnés par l'existence d'un écrit entre les parties. D'où l'écrit est très important. Donc, pour les relations où il n'y a pas d'écrit entre propriétaires et locataires, c'est désormais régi par les règles générales de droit commun, ça veut dire le DOC. Donc aujourd'hui, ni le premier texte, ni le deuxième, et encore moins le troisième, ne régit, ne dispose, ne prévoit dans sa teneur une quelconque disposition par rapport au rapport juridique qui serait impacté par un cas de force majeure tel que celui qu'on vit aujourd'hui. Donc cette crise sanitaire révèle des lacunes que j'espère seront comblées plus tard. Néanmoins, il y a des problèmes sur lesquels les juges auront à se prononcer. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à interpréter, à apprécier chacun selon ses intérêts, ses dispositions, et essayer de les appliquer. Autre chose à laquelle il faudrait que les juges fassent attention, c'est l'abus. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a crise sanitaire que forcément il y a possibilité de reconsidérer la mensualité. Alors maintenant, si vous voulez qu'on s'étende un peu plus sur la question, il faut qu'on comprenne une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a crise sanitaire et ce n'est pas parce qu'il y a force majeure que forcément il y a exonération de payer. Au contraire, le rapport juridique, le contrat est là, il engage les 2 parties et aucune partie ne peut s'en délier sans l'accord de l'autre. D'où 2 possibilités qui se profilent. Soit qu'on règle la chose dans un cadre amiable, donc s'il y a accord, tant mieux pour tout le monde, soit c'est la justice qui va se prononcer. Maintenant, ce qui a été considéré aujourd'hui, c'est éviter les expulsions. Pourquoi? Parce que le défaut de paiement ne résulterait pas d'une défaillance, d'une mauvaise foi du locataire. C'est-à-dire, c'est la situation qui a fait qu'il est dans l'incapacité de payer. Donc finalement, il sera exonéré de toute procédure d'expulsion. Néanmoins, il ne sera pas exonéré du paiement parce que la relation perdure. Très bien, donc ce n'est pas une exonération, mais un report de paiement. Oh, tout à fait. Alors, c'est un point très très important, parce que est-ce que ce report a été limité à 3 mois, c'est-à-dire au mois de
mars, avril, mai, ou bien d'avril, mai, juin, jusqu'à la fin du confinement sanitaire, ou alors il est resté ouvert parce que les problèmes économiques et sociaux peuvent perdurer. Non, ça va. De toute façon, c'est la crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est l'État qui a décrété l'état d'urgence sanitaire et le confinement. Aujourd'hui, ce qui a été décidé, ce qui constitue la force majeure, c'est ce qu'a décidé le gouvernement. Donc, si la décision arrive à expiration, c'est-à-dire demain, après-demain, on vous dit, écoutez, La levée de la crise sanitaire. voilà, on n'est plus dans le domaine de la crise sanitaire. Là, les problèmes vont commencer à surgir. Soit que le propriétaire réclamera la totalité de ce qui est De l'arriéré. par le locataire, soit des négociations vont prendre forme afin de baisser les prix. Ben sinon, c'est la justice, ce sont les juges qui seront amenés à traiter, à apprécier si oui ou non. Alors attention, c'est très important. Les juges auront à traiter deux choses. D'abord, à quel niveau se situe la défaillance? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement c'est une défaillance dictée par l'absence de revenus ou par la crise financière? Ça, c'est très important. Et puis, il aura à se prononcer sur les cas où il y aurait des abus, parce qu'il y a des gens qui accusent des retards avant même la crise sanitaire. Et là, ce sont des gens avec qui, je pense, le juge sera intraitable. Il va falloir payer la totalité. Troisième élément est très important également. Il va falloir considérer les activités qui n'ont pas arrêté, qui n'ont pas été impactées. Donc, il y a des activités qui se sont poursuivies et dans ce cas de figure, moi, je ne pense pas qu'il y ait de raison pour décaler ou reconsidérer les engagements contractuels là-dessus. Très bien, donc on imagine dès à présent la complexité de la tâche qui attend aujourd'hui notre justice, parce qu'il va falloir faire un véritable travail d'enquête, si j'ai bien compris, Tout à fait. juger si la personne est de bonne foi ou bien c'est quelqu'un qui prend prétexte pour ne pas payer et donc s'engouffrer dans cette brèche, n'est-ce pas? Tout à fait juste, tout à fait juste. Avec, bien entendu, les conséquences qui vont avec. Si la personne est défaillante de toute façon, et quoi qu'il arrive, et qu'il y ait par exemple, ce qu'on appelle un congé, donc c'est la mise en demeure adressée par le propriétaire pour un défaut de paiement, si cette mise en demeure avait été adressée avant l'entrée en urgence sanitaire, la procédure se poursuivra de façon tout à fait normale, avec bien entendu la conséquence qui en découle, c'est l'expulsion. Donc maintenant, c'est une question de traiter des cas, il sera question de traiter les cas après, c'est-à-dire les difficultés qui ont surgi ou bien les non-paiements qui ont surgi pendant la période de crise sanitaire. Une question, est-ce qu'un propriétaire qui est confronté à ce problème avec un locataire a le droit de faire jouer la caution? Non, alors, il n'a pas le droit de faire jouer la caution, tout dépend du contrat qui a été établi entre les parties. Et là, c'est très important, parce qu'on fait jouer la caution lorsqu'on s'inscrit dans la logique de la résiliation. Et la résiliation, elle s'opère de deux manières, soit d'un commun accord, soit c'est le juge qui la prononce. Donc, il n'y a pas de prise de parti unilatérale, il n'y a pas d'engagement unilatéral de la part du propriétaire. Deuxièmement, pourquoi j'ai parlé de contrat? Parce que si la caution a été prévue dans le contrat, parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a la caution qui est prévue ou bien en cas de défaillance, pour régler éventuellement des retards de loyer, et la caution qui concerne l'état du bien en question, c'est-à-dire à la sortie, à la fin du bail, soit qu'on restitue le montant si le bien est en bon état, soit pas. Alors, c'est la même caution, ce sont deux cautions distinctes. L'une pour les défauts de paiement et l'autre pour dégradation. Effectivement, il y a matière à confusion là-dessus, d'où la nécessité de faire très attention lorsqu'on établit le contrat. Pas mal de personnes ont considéré l'existence. Il y a des gens qui en font un usage mixte. Écoutez, il y a une caution, et si ce n'est pas précisé pour quelle raison, chacun s'accrochera à ce qui servira à ses intérêts. Maître, qu'est-ce que vous préconiserez dans ce contexte un peu quand même, on va dire, délicat, pour préserver le droit des parties, sachant qu'un propriétaire qui n'est pas payé, lui aussi, est lésé. Donc, d'un problème, on crée un deuxième problème. Exactement. D'ailleurs, je te remercie, cher ami, pour la question, parce que j'allais y venir et ça relève, c'est d'une importance capitale, parce que j'ai vu un certain nombre de commentaires, un certain nombre de prises de position, c'est-à-dire il y a un réflexe social qui fait qu'aujourd'hui, le maillon fort, c'est le propriétaire, le maillon faible, c'est le locataire.
un nom et avec un N majuscule. Pourquoi? Parce que je connais des propriétaires dont la source de revenus est le loyer. Il n'y a rien d'autre. Donc, des gens qui vivent de ces loyers. Donc, ce ne sont pas des gens. Il y a des gens, effectivement, qui font ça qui ont ces revenus en parallèle d'une activité, mais il y a des gens qui vivent de ces loyers. Donc, il faut prendre en considération cet état de fait. Le contrat, il est parti. La nécessité d'avoir des contrats clairs, c'est là où ça va s'évaluer de façon précise. Deuxièmement, ce que je préconise dans ce cas de figure, c'est de privilégier les mesures alternatives de règlement de conflit. La médiation, les arbitrages, la négociation, la conciliation, ce sont des mesures qui permettront d'éviter les tribunaux. Je vous laisse deviner que les juges seront submergés de cas à traiter, donc ils n'auront pas le temps nécessaire à consacrer à chaque cas de figure et sortir avec une appréciation juste et approfondie et bien analysée, d'où la nécessité de privilégier les accords. Chacun essaie un petit peu de faire une petite concession pour au moins faciliter le travail de la justice là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, Maître Hannibal, pour ces précisions très, très importantes. Merci à vous. Et maintenant, ma question, et si l'assurance pouvait régler tout? Et là, je me tourne vers notre ami, M. Mounir Gdira, qui, je rappelais en préambule, est directeur général de Assoir Assurance. M. Gdira, cette question d'assurance contre le risque locatif, cela fait des années qu'on en entend parler au Maroc, et puis ça n'aboutit pas. Alors ma question aujourd'hui, c'est, nous sommes au cœur d'un problème, on va dire, crucial d'un pays, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, une assurance tombe sous le sens, ou c'est quelque chose qui ne peut pas être réalisé? Peut-être même comparé avec ce qui se fait dans d'autres pays, si ça existe. Alors, merci, c'est Amine pour l'invitation. Pour parler d'un sujet, effectivement, les assurances, il y a toujours matière à évoluer et à créer, en fonction des besoins, des couvertures qui sont adéquates. Effectivement, au Maroc, cette assurance qui couvre les défauts de paiement de loyer n'existe pas. Effectivement, elle existe sous d'autres cieux, notamment en France. Alors, elle n'existe pas au Maroc. D'abord, j'aimerais expliquer que quand on a parlé d'assurance, disons historiquement, on s'est d'abord intéressé à des assurances de risques, qu'on appelle les risques purs, c'est-à-dire des assurances de biens, des assurances de responsabilité, des assurances de personnes et des pertes d'exploitation qui sont liées à des dommages au produit. Bien sûr, après, en fonction des besoins, il y a eu des assurances qui se sont développées et qui ont couvert d'autres risques un peu plus, disons… Enfin, moi, je suis un profane et j'ai toujours entendu qu'on pouvait tout assurer. Comment? Pardon? Je suis un profane en matière d'assurance, mais j'ai toujours entendu qu'on pouvait tout assurer. Tout est assurable. Oui, tout est assurable, seulement même ce qui est assurable, même ce qui est assurable, il y a des garanties, il y a des exclusions. Tout à fait. Il faudra toujours faire attention. Quand on dit ces garanties, beaucoup de gens, quand ils parlent d'un contrat d'assurance, vont parler essentiellement des garanties, mais ils ont oublié les exclusions. Et là, on se retrouve parfois dans des imbroglios bizarres. Pourquoi le Maroc n'assure pas, ou n'a pas encore lancé ce type d'assurance? On n'a pas la réponse évidemment claire sur cette question-là, mais on peut poser quelques hypothèses pour penser que le risque d'occurrence de ce type de risque au Maroc est peut-être un peu plus élevé que sous d'autres cieux. Et auquel cas, ça devient presque, pour les assureurs et les réassureurs, un risque presque certain. Les réassureurs étant des réassureurs internationaux, les assureurs marocains assurent eux-mêmes le risque auprès de réassureurs internationaux, et donc nous dépendons du marché international. Et ce marché international a ses outils de statistiques et d'évaluation des risques pour dire, voilà, ce risque, on peut le prendre, ce risque ne peut pas être.
Donc, est-ce que les assureurs locaux pourraient prendre ce risque à eux seuls? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et en tout cas, ce que j'aimerais aborder ici, à ce stade, puisqu'on a parlé de la France, et cette assurance justement. existe effectivement en France, elle ne date pas de très longtemps, elle a été mise en place depuis 2010 à peu près. La formule qui a été mise en place en 2010 n'a pas vraiment marché. Seulement Elle a 2010. été 2010. Et comment elle sa forme fonctionne? récente, en tout cas. L'histoire et l'historique que moi j'ai, dont j'ai connaissance, elle date de 2010. L'État et un organisme qui s'appelle Action Logement et les assureurs se sont mis d'accord pour mettre en place quelque chose qui garantirait ce type de Donc, en risque. fait, c'est un fonds C'est alimenté. c'était pas vraiment un fonds. C'est que pourquoi je dis que c'est pas un fonds? Parce que les assureurs, il y a 2 ou 3 assureurs qui se sont mis dans un pôle, on va dire, et qui ont commencé à assurer ce type de risque. Et très vite, ils avaient tablé sur 400 000 contrats dès la première année. Ils n'en ont eu que 60 000. Donc déjà, ça, c'est un élément. Ça veut dire que même si le besoin est là, les gens ne vont pas se ruer sur l'assurance. Et la deuxième chose, C'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que le marché est assez fluide, que finalement les gens payent en temps et en heure et qu'ils estiment que, de toute façon, ce n'est pas une assurance obligatoire comme l'assurance automobile, et que finalement, pourquoi ajouter un surcoût pour que finalement, il y a une justice qui est diligente, qui fait son travail en cas de litige. Bon, les choses se règlent dans un délai raisonnable, je pense. Oui, seulement quand on parle d'assurance, effectivement, il faut voir la partie souscription et adhésion, mais il faut voir aussi la partie sinistre. Et là, effectivement, pour ces 60 000 contrats, les sinistres étaient très importants. Ah oui. Donc, très très vite, au bout de 2-3 ans, beaucoup, ils étaient que 3 au départ, très très vite, le premier et le second se sont retirés de ce pôle, et donc cette formule-là s'est vue très très vite abandonnée. Donc voilà, cette assurance existe en France, voilà, elle ne date pas de longtemps. Merci beaucoup. Ça va me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, Mounir, par rapport à mettre cette notion de caution d'une partie tierce qui viendrait se porter caution pour un locataire. Elle est rare au Maroc. Elle est très rare, elle n'est pas Pourquoi? prévue, elle n'est pas prévue dans le texte de loi. Mais elle n'est Mais pas rien illégale. Non, alors tout ce qui n'est pas prévu n'est pas forcément interdit. Oui. Donc c'est pas prévu dans la loi, certes. Donc les parties peuvent se contenter de ce qu'il y a dans la loi, mais rien ne les empêche de la prévoir, c'est-à-dire de conventionnellement. Si c'est par un accord, c'est un commun accord entre les parties, rien n'empêche de le faire. C'est-à-dire c'est une garantie supplémentaire pour le propriétaire. Et si le locataire est déjà d'accord sur le principe, c'est pas interdit, c'est-à-dire il ne sera La pas loi ne faculté. l'interdit pas. Voilà, tout à fait. Très bien. Une dernière question par rapport à cette période d'exception au niveau aujourd'hui relation bailleur-locataire. Est-ce que ça concerne à la fois les baux résidentiels que les baux professionnels? Ça concerne tout le monde, c'est-à-dire la crise sanitaire, elle touche tout le monde parce que les gens qui n'ont pas de salaire et qui payent les loyers, je parle de l'usage d'habitation, il y a des gens qui payent leur loyer à travers leur salaire, donc s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de paiement des loyers. Et même pour les activités, c'est la même chose. Alors maintenant, il y a une idée qui a circulé pendant un certain temps, c'est que des gens, des partisans d'une première thèse selon laquelle il serait normal qu'en cas d'absence d'activité, il serait normal que le propriétaire n'aille pas réclamer la totalité, voire même ne pas réclamer le loyer. Alors attention sur ce point, il y a 2 interprétations, elles se respectent, mais l'interprétation que je défends moi en tant que juriste est la suivante. Le propriétaire ne loue pas l'activité, il loue un local. Donc, il n'est pas lié à l'activité. Donc, si Il n'est pas l'activité associé. est dans un autre contexte, c'est la gérance libre. Ça, c'est autre chose. La Tout gérance à libre, fait. on est complètement d'accord. Mais là, il loue un bien, un local, il en est dépossédé, il n'en a pas la jouissance, il est mis à la disposition d'une personne, le locataire, et il doit le payer. Donc, c'est à cela qu'il faut se tenir en matière d'interprétation juridique. Et donc, si le propriétaire veut
déroger à ça, c'est son libre choix. C'est-à-dire qu'il peut, par souci d'équilibre ou la d'égalité en raison de la crise, il peut dire, bon, je veux bien, par exemple, ça s'est déjà vu pendant cette période, réduire de 10 à 15%, par exemple, le loyer, d'un commun accord, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un mot qui revient d'ailleurs dans toutes les disciplines, relations de travail aujourd'hui, loyer, donc toutes les disciplines sur lesquelles les juges auront à se prononcer. On ne peut régler les problèmes actuellement que dans un cadre d'un commun accord. Si ça se fait, tant mieux pour tout le monde. Ben, sinon, c'est le juge qui aura à se prononcer sur la chose. Je crois que c'est le meilleur conseil à donner, c'est de choisir plutôt la voie Tout à fait. à l'amiable que plutôt d'aller encombrer des tribunaux qui le seront dans les mois à venir encore davantage et finalement rentrer dans un imbroglio qui n'arrangera personne. Voilà, merci beaucoup, Maître Hannibal, pour vos précisions. Tigdira, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.